Bonne arrivée. Donc, du fait que je n'ai pas... Professeur, s'il vous plaît. Oui. J'ai une question au niveau de la notion de séparabilité. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que quand on fait les classes, on doit pouvoir vérifier l'indicateur de séparabilité. Est-ce que c'est un indicateur qui est calculé ou bien comment est-ce qu'on arrive à identifier cet indicateur-là? C'est un truc qui est connu de toujours, il faut faire un calcul pour l'avoir. Tu vois, non? Toi, tu viens de rentrer dans l'église, la messe a commencé, et puis tu veux prendre la communion. Attends d'abord, hein? On n'est pas encore à l'étape de la communion. Donc, ça, là, tu vas voir. Ok, j'ai compris. Merci. Bon, chers amis, j'ai oublié de mettre l'enregistrement en route, donc je vais répéter, et puis bon, il y a de nouveaux qui viennent d'arriver, donc c'est tant mieux. Au moins, ils seront pas... Ils vont prendre le train en route, et puis on va les mettre dedans. Précédent. OK. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, mardi, on a fait la classification non dirigée. Aujourd'hui, on va faire la classification dirigée et les méthodes de validation de classification. Donc, deux types de classification dirigée. Il y a la paramétrique et la non paramétrique. D'accord? J'ai donné la démarche pour effectuer une classification dirigée. Donc, la première chose, du fait que ce soit une classification dirigée, c'est qu'on connaît son milieu. Donc, on connaît le nombre de classes qu'il y a sur l'image. Donc, on peut identifier et nommer le nombre de classes qu'on a et le type de classe qu'on a. Pour nommer ces classes, je disais à vos disciples qu'il faut privilégier le land cover plutôt que le land use. Pourquoi? Parce que le land cover dit effectivement la couverture qu'il y a au sol, tandis que le land use dit l'utilisation de cette couverture. Or, l'utilisation de cette couverture peut être différente. Hein? Vous avez de la végétation, cette végétation peut être la brousse, cette végétation peut être un vrai jardin. Donc, vous êtes sûr que le satellite là-bas, il est capable de faire la différence entre jardin et puis brousse. Lui, c'est végétation, point final. Donc, il vaut mieux mettre végétation. Et puis après, maintenant, quand vous allez rendre le produit à celui qui vous a payé pour le faire, vous allez lui dire, oui, tout ça est de la végétation, mais dans telle zone, ce sont des jardins, tandis que dans telle zone, c'est la brousse. Voilà. Ou, comme je dis, si vos toits là, il y a du Paxalu là-bas, c'est du goudron, les routes sont faites en goudron et vous mettez bâti, il va mélanger la route et puis chose. Donc, autant dire goudron, au moins vous savez, quand il va vous représenter là, là il a mis goudron effectivement parce que sur le toit là-bas, là, c'est goudron. Et là, il a mis goudron parce qu'effectivement, c'est la route. D'accord? Une fois qu'on a identifié les différentes classes, on a nommé les différentes classes, on choisit les sites d'entraînement. À partir de ces sites d'entraînement, il va générer des statistiques pour quantifier les différentes classes, donc niveau de grille moyen, écart type. Et c'est ça qui va lui permettre de dire, voilà les niveaux de grille pour telle classe, pour telle classe, pour telle classe. Une fois qu'il a fait ça, vous vérifiez que les classes sont séparables. Hein? Ça, mon enfant veut prendre la communion à l'entrée. Doucement, doucement. On va voir après. Donc, vous vérifiez que les classes sont séparables parce que si déjà au départ, les classes ne sont pas séparables, c'est sûr qu'à la fin, les résultats de classification ne sont pas bons. Si les résultats de séparabilité ne sont pas bons, il faut refaire le choix des sites d'entraînement ou voir les classes qui ne sont pas séparables. Est-ce qu'il ne faut pas les mettre en une seule classe? Hein? Au lieu de faire deux classes qui ne sont pas séparables, plutôt les mettre ensemble et voir pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas séparables, genre jardin et brousse. Je mets tout ça ensemble et puis je ne crée qu'un seul thème. Quand les classes sont séparables, je poursuis ma classification qui est que je choisis le type de classification dirigée que je fais, puisqu'il y en a plusieurs. J'en choisis une et je lance. Il va me donner donc mon occupation du sol avec les statistiques permettant de préciser la classification que je fais. Donc, on a une occupation du sol. OK? Ça va, mon chéri. Donc, le principe de la classification dirigée, on vous dit, c'est diriger. Donc, c'est nous qui allons donner de l'information au logiciel
Professeur, s'il vous plaît, on n'a pas le son. Vous m'entendez? Oui, c'est devenu bleu. Donc, bleu ouvert, c'est... Vous m'entendez maintenant? Oui, Vous entendez maintenant? oui, ça va nous donner. Oui. D'accord. Donc, je disais que le principe de la classification dirigée, c'est de fournir au logiciel des valeurs de niveau de grille des sites de référence qu'on considère comme permettant d'identifier les classes qu'on veut générer. Et donc, on appelle ça choisir, sélectionner des sites d'entraînement. Il y a certains logiciels qui, en plus des sites d'entraînement, demandent de sélectionner aussi des sites de vérification. Parce qu'à la fin, comment on vérifie la précision de la classification? C'est qu'on va aller croiser notre vérité terrain avec ce que le logiciel a donné. Et donc, c'est la différence des deux qui va permettre de dire c'est bien classifié ou pas. Donc, il demande à ce qu'on fasse des sites de vérification pour qu'ils génèrent une carte de site de vérification et les sites d'entraînement pour qu'ils génèrent une carte de site d'entraînement et ils vont aller croiser ces deux. Mais par exemple, Erdas, lui, il ne demande pas ça. Avec les sites d'entraînement, il nous produit tout de suite la matrice de confusion qui permet d'avoir toutes les statistiques de précision de notre classification. Donc, les échantillons qu'on choisit, voilà ce qu'ils doivent avoir comme, je dirais, comme qualité. Ils doivent être représentatifs de la classe que je suis en train d'identifier. Hein, je ne vais pas aller prendre des pixels O pour représenter la végétation. Non, il faut que je prenne des pixels O pour représenter ma classe O. Donc, ils doivent être choisis de façon localisée avec précision. Je ne dois pas aller choisir, par exemple, un pixel O qui est sur la bordure de choses, sur le bord là. Et si je prends sur le bord, mon pixel là, il y a et sable et eau. Donc, je m'avais mélangé deux choses. Ça va perturber aussi l'identification de ma classe, puisque j'ai pris autre chose que l'eau dans ce site-là. Je veux l'eau. Je m'en vais me mettre au milieu de la lagune là-bas pour prendre mes sites d'entraînement. Je ne viens pas sur le bord de la lagune. Parce qu'il y a trop de choses qui peuvent, et les salades de choses, et les saletés, quoi, et le sable. Donc, je m'en vais au milieu de l'eau là-bas pour prendre. Je veux la végétation. Je m'en vais au milieu de la forêt là-bas pour prendre mes sites d'entraînement. De toute façon, je connais mon milieu, donc je sais où il peut avoir plusieurs classes. J'évite ça. Troisième chose, ils doivent être nombreux. De ma culture scientifique, là, je sors ce mot-là parce que c'est français, mais de ma culture scientifique, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument... Nombreux, là, ça veut dire quoi? 5, 2, 1000, 20, il y a déjà ça. Et de 2. Si, par exemple, sur mon site, sur mon image, là, les seuls points d'eau, là, c'est une piscine de 3 pixels. Mon nombreux, il est comment? Puisque je ne suis limité qu'à 3 pixels pour cette classe-là, parce que je n'ai que ma petite piscine de 3 pixels. Donc, le nombreux, là aussi, il est nébuleux. Hein? Il fallait que je dise ça pour faire bien, mais il n'est pas scientifiquement correct. Parce que tout dépend de l'image que vous avez. Si vous avez une image avec une vaste étendue d'eau, une vaste étendue de végétation, là, le nombreux, là, vous en prenez 1000. Il n'y a pas de limite hein, dans le nombre de pixels d'entraînement. Il n'y a pas de limite. La seule limite, comme je vous dis, c'est s'il n'y a un seul endroit où se trouve cette classe-là et que ce seul endroit-là est très petit. OK? Genre, je n'ai qu'une seule piscine dans toute mon image et c'est le seul endroit où il y a de l'eau. Mes pixels d'entraînement de l'eau, là,
ils seront très limités. Donc, mon nombreux là, n'est pas si évident que ça. D'accord? Madame, Oui? s'il vous plaît, votre écran n'est pas partagé. Ah bon? Chers enfants, excusez-moi. Je suis mélangé. C'est pas grave. Vous voyez maintenant? Une dame, c'est bon. C'est bon, ok. Ok, parce que l'autre était bon, il voit ça là aussi. Non, il ne doit pas voir ça. C'est moi qui dois voir. Arrêtez-moi, je peux avoir aussi. L'essentiel, c'est qu'il voit. Ok. Donc, merci. Donc, je disais, voilà les qualificatifs d'un échantillon, des échantillons, les pixels qu'on va prendre pour les sites d'entraînement. Ils doivent être représentatifs de la classe, donc localisés avec précision et le plus grand nombre possible que vous pouvez. Donc, comment est-ce qu'on choisit les sites d'entraînement? Quelle est l'aide dont on aura besoin pour les sites d'entraînement? Classification dirigée, je le répète et je ne vais pas cesser de le répéter. Quand vous dites que vous faites de la classification dirigée, ce n'est pas un travail de sorcier. Hein? Ça veut dire que vous avez une connaissance du milieu. Et la connaissance du milieu peut se faire à deux niveaux. Soit parce que vous vous êtes déplacé sur le lieu à la période où l'image était acquise, parce que si tu t'en vas en 2018 sur un terrain alors que ton image était prise en 2014, c'est du n'importe quoi que tu es en train de faire. En 2014 et 2018, beaucoup de choses se sont passées. Mais si tu vas sur ton terrain en 2018 et que ton image était acquise en 2018, même si l'une a été acquise en octobre et l'autre a été acquise en août, ça va. Le délai n'est pas si différent que ça, à moins qu'il y ait vraiment eu un cyclone qui soit passé par là ou bien, je ne sais pas moi, un déluge là, mais il y a à peu près les mêmes affaires sur ton site. Il n'y a pas trop de changements. Donc, il faut déjà que les données auxquelles tu as accès ou bien ta campagne de terrain soient vraiment contemporaines avec l'image sur laquelle tu es en train de travailler. Donc, soit tu es parti sur ton terrain à la même période, tu as visualisé le site, tu as pris des repères avec ton GPS, ce que tu veux, mais au moins, tu sais ce qu'il y a. Soit toi-même, tu n'y es pas parti, mais d'autres personnes ont eu à faire des campagnes de terrain là-bas et il y a des cartes, il y a des photos, il y a des images auxquelles tu as accès qui te permettent donc de savoir ta vérité terrain. OK? Donc, c'est ça qui va être ta vérité terrain pour que tu puisses aller sélectionner les pixels d'entraînement pour faire ta classification dirigée. Comment s'assurer que les sites d'entraînement qu'on a choisis sont bons? On revient toujours aux histogrammes. Nos histogrammes, là, vraiment, ils nous aident à ça. Si votre histogramme a la forme d'une gaussienne, donc un pic, ça veut donc dire qu'effectivement, les niveaux de gris que vous avez choisis correspondent effectivement à une classe, puisqu'il n'y a qu'un seul pic. Donc, ça veut dire que les pixels qu'il y a là-bas ont majoritairement cette valeur de niveau de gris. Donc, cette valeur de niveau de gris va représenter la classe. Mais si vous regardez l'histogramme et qu'il y a plusieurs pics, c'est du n'importe quoi. Vous avez mélangé des affaires. C'est une sauce gombo ou une ratatouille là que vous êtes en train de faire. Et tomate, et gombo, et oignon. Il n'y a pas que oignon. Ce n'est pas soupe d'oignon que vous avez fait, c'est ratatouille. Or là, tu cherches à faire soupe d'oignon.
D'accord? Donc, quand c'est comme ça veut dire que il faut revoir ton choix de site d'entraînement. Regardez par exemple. À gauche, j'ai mon image. À droite, j'ai mon histogramme. À peu près une gaussienne. D'accord? C'est l'histogramme des pixels de la zone d'entraînement. Oui, j'ai pris cette zone d'entraînement. J'ai pris ces pixels-là pour représenter une classe. Donc, la statistique, voilà, la statistique des niveaux de grille de cette zone-là, la voilà en termes d'histogramme. C'est quand même une gaussienne. Il y a des petits, mais de façon, grosso modo, là, c'est vraiment une gaussienne. Donc, mes sites d'entraînement, je pourrais dire que j'ai fait un bon choix par rapport à mes sites. Mais regardez là, déjà même visuellement, merci. Merci. Donc, si tu as des problèmes d'yeux là, il faut aller les réparer d'abord avant de commencer à faire la classification. Parce que déjà, on voit même s'il y a deux couleurs différentes. Donc, on voit quelqu'un qui est averti, je ne prends pas ça. C'est déjà ça. Il a fini. Regardez. Deux jolies jumelles qui sont là. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a deux classes. Il a choisi des pixels quelque chose et puis des pixels autre chose. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, il a pris l'eau, mais il a pris le sable aussi. Donc ça, c'est un mauvais choix de site d'entraînement. Okay? Donc, il y a des choses que vous devez vérifier. Quand vous finissez de choisir vos pixels d'entraînement, là, il y a les histogrammes que vous regardez par rapport au site d'entraînement. Mais après, hein, mon enfant qui veut communier avant, là, il y a la séparabilité qu'on va calculer aussi. Je vais dire tout à l'heure comment on le fait. Donc, on a vu qu'il faut localiser avec précision les sites d'entraînement de sorte à ce que les niveaux de grille qu'il va générer comme représentant la classe sont véritablement pour cette classe. Le troisième qualificatif, j'avais dit il faut qu'il soit nombreux. Mais comme je vous ai dit, scientifiquement parlant, ça ne veut rien dire. Le nombreux, là, c'est jusqu'à combien on dit que c'est assez. Donc, certains chercheurs ont fait cette courbe-là et ils disent que quand on voit que à partir de 250 là, nos courbes de précision là deviennent comme horizontales. Donc, on a atteint le seuil de précision. Donc, eux, ils conseillent qu'on prenne au moins 250. Qu'à partir de 250 pixels là, on atteint quand même une précision correcte. On devrait prendre 250. Mais comme je dis là, si sur ton image là, ta piscine là n'a pas 250, tu ne peux pas prendre 250. Donc, ça là, c'est théorique. C'est théorique. C'est ce à quoi on vise, mais ce n'est pas tous les jours dans la pratique qu'on peut réaliser ça. Donc, d'autres ont fait des propositions que je trouve beaucoup plus valables. Ils disent qu'au lieu de se dire qu'il faut un minimum de 250, il faut plutôt se baser sur le nombre de canaux que notre image a. C'est-à-dire, si notre image a 3 canaux, a été acquise sur 3 canaux, dans ce cas, le nombre de pixels que je dois prendre doit être compris entre 30 et 300. Pour prendre ce qu'on endure tous les jours. C'est bon, vous nous entendez? Vous voyez maintenant l'écran? Fouadé, répondez-nous. On avait un problème de connexion. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Donc, on peut continuer, non? On a raté peut continuer. Ça va? On a raté la partie de gaussienne. Je vous entends mal. On a raté la partie de gaussienne. La partie de? De gaussienne. Ah, tiens, vous êtes loin. Hein? Bon, attendez, on revient. OK.
C'est là? C'est là que vous étiez? Nous ne voyons pas l'écran. Mais on ne voit pas votre écran. Je dis là, la maladie là est grave. Hein? Donc, il faut recommencer encore. Appelez M. Ofoye, il va venir s'asseoir ici. C'est dès qu'Akishi arrive. Mais c'est ça. Dès qu'Akishi arrive avec toi. Ça va, vous voyez maintenant? Oui, on voit maintenant. Vous voyez maintenant? Ça va, ça. Vérifie que c'est en train d'enregistrer tout. OK. Donc, c'est là, non? C'est là où on s'était tous arrêtés, non? C'est là que vous étiez arrêtés, c'est ça? Si. Là? OK. Donc, on a dit que le choix des pixels d'entraînement pour cette première partie est bonne parce que notre histogramme là montre une gaussienne. On a comme un pic. Maintenant, voilà la même image, mais les pixels d'entraînement qui ont été choisis, c'est ce qui a été encadré sur l'image. Déjà, au visuel, comme on dit vos amis ici, on voit que c'est deux couleurs déjà différentes, un noir et un gris. Déjà, même ça pose problème au départ. Parce que si c'est deux colorations différentes, a priori, ce seraient deux classes différentes. Et effectivement, quand on vérifie avec l'histogramme, on voit deux pics jumeaux là. Donc, c'est deux classes qui ont été mises en une. Ce qui fait que ces sites d'entraînement-là ne sont pas bons pour la classe qu'on veut représenter. D'accord? Donc, il faut choisir des pixels qui sont vraiment localisés dans la zone qui correspond à la classe. Coupez vos micros là-bas. Maintenant, par rapport au nombre de pixels qu'on doit choisir pour représenter une classe, certains disent qu'il faut 250 parce qu'à partir de 250, on a atteint le seuil de précision. Mais comme ce n'est pas toujours que vous pouvez avoir 250 pixels disponibles pour représenter une classe, d'autres ont plutôt fait la proposition de dire que le nombre de pixels doit être proportionnel au nombre de canaux images. Donc, si n représente le nombre de canaux images, il faut que le nombre de pixels soit compris en 10n et 100n. Donc, pour une image qui a été acquise sur 3 canaux, il faut que le nombre de pixels d'entraînement que je prends doit être compris en 30 et 300. Donc, on a une marge de valeur. Ça encore, c'est correct. Maintenant, regardez ici l'exemple. Ceux qui ont travaillé ont identifié 3 classes. Classe 1, classe 2, classe 3. Pour la classe 1, ils ont pris 102 pixels comme site d'entraînement. Donc, c'est avec 102 pixels qu'ils ont généré la classe. La classe 2, ils ont pris 152 pixels. Et la classe 3, ils n'ont pris que 49 pixels. Donc, a priori, là, on va se dire que oui, ils n'ont pas pris beaucoup là. Ça ne devrait pas être aussi précis que oui, ils ont pris beaucoup, non. Normalement, c'est d'office ce qu'on se dit, non. Oui. Non, c'est le nombre de pixels. C'est le nombre de pixels. Hein? Je dis classe 1 là, je suis allé prendre mes pixels là jusqu'à 152. Tu sélectionnes comme ça. Tu vas chercher des petites patates là. Je prends ces 3 pixels ici, ces 10 pixels ici. Tu les prends vraiment de répartir. Oui, il capte. Quand on va, la semaine prochaine, quand on va travailler dessus, là, vous allez voir. Hein, tu sélectionnes. Et puis lui, en même temps, quand tu as sélectionné, là, il fiche ça. Il te laisse juste à ce que quand tu as fini, maintenant, tu dis, bon, j'ai fini. Il faut nommer ça telle classe. Il enregistre. Donc, il a pris les statistiques, il sait le nombre de pixels, il sait le niveau de gris de pixels. Donc, il va te dire, tu as tant de pixels, le niveau de gris moyen de tes pixels là, ça vaut tant, et que l'écart type, c'est tant. Il fait en même temps sa statistique. C'est ça qui lui permet d'identifier la classe. Quand on regarde maintenant la précision de classification,
qui a été faite pour ces classes. La classe 1, on la trouve avec 84%. La classe 2, on la trouve avec 80%. Et la fameuse classe 3, on la trouve avec 89%. Donc, a priori, la dernière classe où on a pris moins de pixels a donné une plus grande précision. On est d'accord? Maintenant, on va aller vérifier l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance de ma classe 1, c'est entre 76 et 90. Ça veut dire 14. L'intervalle de confiance de la deuxième est entre 73 et 85. Ça fait 12. Tandis que l'intervalle de confiance de la dernière classe est entre 79 et 95. Ça fait 16. Laquelle des trois classes est j'ai plus de confiance? La deuxième. Parce que je n'ai que 12. D'accord? Donc, j'en ai pris plus. C'est vrai que la précision est moindre, mais j'ai plus confiance en ce moindre-là que l'autre qui m'a donné 89, et puis la différence est 16. Donc, il faut faire attention. Je peux avoir une bonne précision, mais la confiance dans cette précision-là aussi pose problème. Donc, il ne faut pas dire, oui, j'ai eu à 95%, et puis tu es heureux. Donc, 95% là, et puis c'est boiteux, tandis que l'autre, il a eu peut-être à 70%, mais il est sûr à 100% que 70% là, c'est ça. Je préfère mon 70% à 100% confiance que 95% à 50% confiance. D'accord? Donc, quand vous avez vos résultats, c'est des choses, il faut faire attention. Donc, là, par exemple, ouais, où ils ont pris les sites. Donc, cette image-là, ils ont identifié 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Classe eau, sable, herbe, arbre, route et milieu urbain. Et regardez comment ils ont pris les sites d'entraînement. Donc, l'eau est localisée ici. Donc, ils ont pris des sites d'entraînement, plusieurs différents sites, plusieurs petites patates là dans l'eau. Le sable, c'est vert, donc il y a la plage qui est là. Ils ont pris sur la plage là plusieurs sites. On ne voit pas le pointeur. Oh. Dès que je lui mets. C'est bon? OK. Donc, pour l'eau, il a pris différents sites d'entraînement. Il est parti prendre plusieurs petits rectangles là-bas dans l'eau qui vont représenter son eau. Pour la route, voilà, il a pris des différents, c'est-à-dire ici, bleu qui est là. Il a pris. Pour les arbres, vont représenter donc la végétation. Il en a pris plusieurs, ouais. Vraiment un peu disséminés partout pour être sûr de véritablement prendre les niveaux de gris qui correspondent à cette classe-là pour qu'il fasse une ligne. Et c'est comme ça. Hein? Ne prenez pas en un seul endroit. Essayez, si vous savez que cette classe est représentée dans plusieurs endroits de votre image, mais vous allez les prendre partout pour qu'ils fassent la moyenne et que ça représente véritablement le niveau de gris de cette classe. Madame, une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Madame, du coup, pour la sélection des sites d'entraînement, là, je me dis, par exemple, on peut faire ça comme ça on va d'une image de base. Mais si on doit faire des missions terrain, je me dis que ça peut être difficile de parcourir tout, si on a une carte à faire à l'échelle d'un pays, de parcourir tout l'espace pour pouvoir acquérir des sites d'entraînement dans différentes zones. Non. Ta campagne terrain te permet de savoir l'occupation du sol. Quand tu es passé sur ton terrain, tu as vu que ici, là, c'est champ de maïs. Ici, là, c'est village. Ici, là, c'est cours d'eau. Ah oui, là, il y a une route qui passe. Voilà. Donc, tu as ta maîtrise de ton milieu. Donc, quand on te donne l'image, ah oui, c'est vrai, hein, ici, là, c'est là, les femmes, là, qui l'œuf. Ah oui, ah là, c'est l'eau qui passe. Voilà. Donc, puisque tu identifies les différents éléments, tu es capable de dire, donc, ces pixels-là, je sais que là, c'est une zone végétalisée. Donc, je vais prendre ces pixels-là pour représenter la végétation. Ah, là, effectivement, c'était le cours d'eau qui était là. Donc, mes pixels que je vais choisir là, ça va être des pixels eau. D'accord? Ce n'est pas sur le terrain que tu vas choisir vraiment, non. Sur le terrain, tu vas pour connaître ton milieu, pour avoir la maîtrise de ton milieu. Madame, j'ai une question. Oui. Je voulais savoir, généralement, quand on a déjà, on veut faire peut-être on veut effectuer ces genres de travaux. Est-ce qu'on travaille avec des données GPS qui nous permettent de mieux
classifier les différentes zones d'entraînement qu'on a choisies sur la carte, bien sûr, sur l'image. Non, tu n'as pas forcément besoin de données GPS. Tu peux en avoir, c'est tant mieux, mais pas forcément. Parce que si par exemple, tu es parti sur ton terrain ou si tu as eu accès à des photos de ton terrain, tu peux identifier sans GPS. D'accord. Ton GPS, c'est quand véritablement tu veux localiser quelque chose de particulier. Là, c'est différent. Mais pour des sites d'entraînement, on n'a pas besoin de GPS. D'accord. Donc, à gauche, on a notre image et à droite, on a les histogrammes des classes qui ont été générées à partir des sites d'entraînement qui ont été choisis. Voilà l'image qui est là. Et pour la classe, il a une classe orangée là, voilà les sites d'entraînement qu'il a pris. Et une classe rouge, voilà les sites d'entraînement, rose, bleu et vert. Et quand il regarde les histogrammes, vous voyez qu'il a bien choisi les sites d'entraînement puisque les histogrammes de ces classes-là représentent effectivement un seul pic. Il n'y a pas deux pics dans ces classes-là. OK? Il y a un seul pic. Ce qu'on peut aussi remarquer dans cette image, c'est que ces deux roses et puis rouges là, les pics sont différents, mais quelque part quand même, il y a un petit chevauchement. Donc, quelque part, si dans les résultats là, ces deux classes-là, on a un problème de précision, dès le départ, on a vérifié qu'il se pourrait que. OK? Par contre, le vert là est très différent du bleu, qui est différent de l'orange, qui est différent. C'est les classes rouges et roses là qui, même si les pics sont discriminés, mais il y a un petit chevauchement entre les deux pics. Donc, on arrive tout doucement vers la communion. Donc, la classe va être définie, comme je vous dis, par la valeur moyenne des niveaux de grille des pixels d'entraînement. C'est ça qui va représenter la signature spectrale et la variance, bien sûr, puisque ça va être un intervalle de valeur. C'est cet intervalle de valeur-là qui va permettre de représenter la classe. Cette valeur-là, comme je dis, représente la signature spectrale. Donc, il faut vérifier que la signature spectrale de la classe 1 est différente de la signature spectrale de la classe 2 et de la classe 3, etc. Et le paramètre qui permet de faire, c'est la séparabilité. 3 paramètres de séparabilité existent. Il y a la distance euclidienne, il y a la divergence transformée et il y a la distance de Jeffreys-Matsushita ou Bhattacharya. C'est un nom indien. Là. Ils ont travaillé ensemble. Donc, dans certaines littératures, vous allez voir, on va parler de distance Jeffreys-Matsushita, tandis que dans d'autres, on va vous parler plutôt de distance de Bhattacharya. Mais sachez que c'est la même chose. D'accord? Donc, on va voir ces 3 paramètres-là, comment on les calcule et est-ce que les 3 sont bons pour représenter la séparabilité. Hein? Parce qu'en toute chose, on peut avoir plein de paramètres, mais il y a sur les 100 paramètres, là, il y a peut-être un seul qui est bon à prendre. Hein? Les autres, les mathématiciens se sont amusés à créer et puis, pour notre besoin, ce n'est pas utile. Donc, on va voir si les 3 sont bons ou si parmi eux, il n'y a qu'un seul qui est bon, on le verra. D'accord? Okay. Toujours la précaution que je dis, il faut vérifier que la séparabilité des classes est faite, sinon on reprend. Séparabilité par la distance euclidienne. Donc, la distance euclidienne, c'est la distance que vous avez depuis le collège là-bas, vous a montré hein, la différence entre 2 points, donc en termes de niveau de grille, ça va être donc la différence entre le niveau de grille du pixel et le niveau de grille de la classe. Comme ça, on va faire la différence de la distance euclidienne. D'accord? Donc, c'est la somme des différences au carré. Donc, si je veux D, ça va être racine carrée de tout ça. OK? Donc, c'est comme ça, il mesure la séparabilité, la différence de niveau de grille. Hein? La classe 1 a niveau de grille moyen qui vaut ça, la classe 2 a niveau de grille moyen qui vaut ça dans tel canal, parce qu'il y a plusieurs canaux. Vous voyez la somme qui est faite ici, là. Le N correspond au canal. Donc, dans le canal 1, niveau de grille vaut 2 pour la classe 1, niveau de grille vaut 4 pour la classe 2. Dans le canal 2, niveau de grille vaut 100, tandis que pour cette classe-là, donc d'un canal à un autre, les niveaux de grille peuvent changer puisque ce n'est pas la même longueur d'onde, hein, le même intervalle de longueur d'onde. Donc, on fait c'est de la sommation de cette différence au carré là pour avoir la valeur de
la distance, donc de la séparabilité. Donc, si la différence vaut 0, ça veut dire que les deux classes ne sont pas séparables. Niveau de grille de classe 1 est égal à niveau de grille de classe 2. Ça veut dire que c'est la même classe là. Hein? Il n'y a pas de différence. D'accord? Donc, séparabilité nulle, les classes sont les mêmes. Mais, à partir de quel moment je peux dire que c'est séparable? Est-ce que différence de niveau de grille doit valoir 100, 200, 20, 30? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, quand ça vaut 0, là, ce n'est pas séparable. Mais à partir de quand c'est séparable, je n'ai pas dit. Donc, ce paramètre-là, distance euclidienne, il est boiteux. Il ne faut pas l'utiliser. Parce que tout ce qu'il peut vous dire, c'est si les classes ne sont pas séparables. C'est tout. C'est là que je peux conclure. Voilà. C'est ça. Là, je peux conclure. Mais quand ça ne vaut pas 0, là, à partir de quand je peux dire que c'est séparable? Est-ce que c'est quand ça vaut 20, ça vaut 100, ça vaut 200? Je ne sais pas. Donc, on va aller au deuxième paramètre. Celui-là, il nous pose problème. Deuxième paramètre, c'est la divergence transformée. La divergence transformée, voilà la chose. Là encore, je reviens dessus. Vous devez avoir une idée de l'expression. Mais c'est un truc que je ne vais jamais vous poser comme question à un d'eux. Je ne vais jamais aller vous demander, donnez-moi la formule de la divergence transformée. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, là, c'est de savoir divergence transformée, là, ça sert à faire quoi? Et puis, quel est sa puissance dans l'utilisation et quels sont les intervalles de valeur? Voilà ce qui est important. Mais ça vaut 2 exposants de... Non, non, ce n'est pas ça qui est important. Hein? C'est ça, on n'a qu'à faire la part des choses. C'est première année, deuxième année, licence 3, là. C'est là-bas qu'on peut vous demander des choses comme ça. Apprendre des leçons et puis venir. Ici, là, c'est la réflexion. Hein? Master, là, c'est de la réflexion. On vous met en situation et puis on veut voir votre façon d'analyser le problème et de tirer une conclusion. OK? Donc, la divergence transformée, en tout cas, les petits génies se sont assis. Voilà ce qu'ils ont pondu comme formule. 2 facteurs de parce que moi, je ne peux pas inventer un truc comme ça. 2 facteurs de 1 moins exponentielle de dx sur 8. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la divergence transformée, vu la formule qui est donnée, est comprise entre 0 et 2. C'est ce qui est important à savoir. Donc, si ça vaut 0, ça veut dire que les signatures, on vous dit, sont totalement inséparables. C'est-à-dire c'est mélangé. C'est la même chose que pour licence euclidienne. Ça veut dire que les deux classes-là ne sont pas séparables. Si ça vaut 2, ça veut dire qu'elles sont parfaitement séparables. Donc, ma classe X est différente. C'est ça. Donc là, c'est bon. Je sais quand ce n'est pas séparable, je sais quand c'est séparable. Donc, j'ai une... Merci mes enfants. Et merci mes enfants. Depuis que je fais ce cours, chaque année, je dis aux étudiants, je dis, bon, moi, je vous donne les valeurs extrêmes. Allez, rentrez au laboratoire, allez sur Google, allez où vous voulez, et puis, venez-moi avec un intervalle de valeurs pour qualifier. C'est-à-dire quand ça vaut 1, parce que est-ce que 1 là veut dire que c'est moyennement? Ou bien est-ce qu'il faut aller jusqu'à 1,5 pour dire que c'est moyennement? Hein? Je vous dis, donnez-moi les intervalles de valeurs pour qualifier. Parce qu'on va voir après le coefficient kappa. Le coefficient kappa, je vais vous donner les intervalles de valeurs. Là, c'est que c'est bon, c'est très bon, c'est moyennement bon. Je vais vous donner. Donc, cette même façon que je vais faire pour vous donner kappa, là, au moment où on fait kappa, là, c'est ce que je veux vous voir me donner pour divergence transformée. J'ai dit ça, hein, quand je finis mon cours, que je dis, le cours est fini, on affiche, oui, madame, au revoir, au revoir. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, madame, mais vous avez donné là. Oh, si je joue à la personne qui a une mémoire très volatile, je dis, d'accord, mes enfants, allez, on se retrouve au devoir. Et puis, je m'en vais. Hein? Moi, ça fait quoi? Non, ça ne sort pas au devoir. Ça ne sort pas au devoir, mais vous en avez besoin. Parce que imagine que tu tombes sur une comparaison et puis tu trouves que la séparabilité vaut 1. Tu vas conclure quoi? Que c'est séparable? Ah, en tout cas, ça est dans vos mains. Donc, à vous d'en faire bon usage. J'attends que quelqu'un me le sépare
cet intervalle de 0 à 2 là, me le sépare en plusieurs, me dire oui, jusqu'à 1, ce n'est pas valable. À partir de 1,5, c'est moyennement séparable. 1,6, c'est séparable. À partir de 1,8, c'est très séparable. Donc, pour le moment, il n'y a pas quelqu'un qui m'a été important. Oui. Oui, mais à partir de quand tu peux dire que c'est séparable? Pourquoi? Pourquoi? Quand je regarde mon expression, là, c'est une expression en exponentielle. Si c'était une expression en chose linéaire, j'allais dire oui, effectivement, de façon linéaire, je vais prendre la moitié comme étant le chose. Mais en exponentielle, est-ce que ça se vérifie? Ah, c'est parce que c'est en exponentielle que je vous donne le travail. Donc, mes enfants, allez. Allez, trouvez-moi ça. Si vous ne trouvez pas aussi, comme je vous dis, je joue à la bête, je fais comme si je n'ai pas posé ma question, puis j'avance. Parce que celui qui va se trouver en difficulté, c'est vous. Hein? Ce n'est pas moi, hein? C'est vous. Parce que vous allez être confronté, ce qui est sûr à un moment donné, à cette situation. Est-ce que mes résultats ne sont pas bons? Parce que déjà, dès le départ, là, ma séparabilité là, me disait tant. Est-ce que ce n'est pas ça la source du problème? En tout cas, ça est dans vos mains. Deuxième paramètre, c'est la distance de Jeffreys-Matsushita. Même chose, elle aussi, elle est comprise entre 0 et 2. Parce que quand vous regardez l'expression, ça ressemble à l'autre expression. Hein? 2 facteurs de 1 moins exponentiel d'un certain paramètre alpha. C'est le alpha là qui fait la différence entre les deux. L'autre, c'était un dx sur 8. Ici, c'est un alpha. Donc, c'est lui qui fait la différence. Mais dans tous les cas, les valeurs extrêmes sont 0 et 2. Donc, quand c'est 0, ça veut dire que les classes ne sont pas séparables. Et quand c'est 2, ça veut dire que les classes sont parfaitement séparables. Conclusion, quels sont les paramètres que vous allez privilégier lorsque vous voulez vérifier la séparabilité des classes? Ça va être quoi? Oui, je t'écoute, ma fille. Je ne suis pas trop souvenir, mais je voulais dire que c'était les paramètres séparables. Tu voulais dire que? Non, vous répondez à votre question, quoi, ce que vous avez demandé. Oui, je dis quels sont les paramètres que vous allez privilégier lorsqu'on va vous dire de vérifier la séparabilité des classes. On va privilégier les paramètres séparables qui sont compris. Quand je dis quels sont les paramètres, c'est que je veux avoir le nom des paramètres. Ah, d'accord. Quels sont les paramètres que vous allez utiliser pour vérifier la séparabilité des classes? Les deux derniers. Non, je dis quels sont. Donc, tu me dis celui qui est adapté. Lui, je dis il faut l'éviter. C'est celui-même qu'il ne faut même pas choisir. Hein? On y fait, et puis... Le premier. Non, tu es éliminé. Non, le premier qu'il ne faut pas choisir. Voilà, tu as bien dit. Donc, tu t'es rattrapé maintenant. C'est ça. Oui, tu voulais dire? La divergence transformée ou bien? Voilà. C'est les deux paramètres. La distance de Jeffrey. Distance de Jeffreys-Matsushita ou la divergence transformée. C'est deux paramètres uniquement qu'il faut utiliser. Il ne faut surtout pas prendre la distance euclidienne. Hein, c'est un paramètre pourri. Parce que lui, là, il n'est pas assez précis dans sa définition de séparabilité. Tandis que ceux-là, ils sont plus avertis, en fait. Beaucoup plus costauds pour nous permettre de dire c'est séparable ou pas. En priant qu'on est 0 ou 2. Ça compris toujours entre 0 et 2. La distance euclidienne, elle existe depuis qu'ils ont créé leur mathématique. Donc, de façon automatique, ils vont prendre ce paramètre chaque fois qu'ils vont vouloir vérifier que deux choses sont voilà. Parce qu'en fait, quand on parle de séparabilité, là, c'est-à-dire, quelle est la distance qui sépare ces deux classes-là? Est-ce que ces deux classes-là sont vraiment éloignées l'une de l'autre? Est-ce qu'elles sont... Bonjour, professeur. Est-ce qu'elles sont différentes? C'est ça, séparabilité, là. Est-ce que ces deux classes-là sont différentes? D'accord. D'accord. Si tu trouves une valeur de quoi?
Merci. Alléluia, on cherchait le tableau mardi là. Nos vœux ont été exaucés. Donc, il faut prendre soin de ça. Il faut prendre soin de ça. Merci, professeur. Donc, mes enfants en 3D, on vient de nous offrir un tableau. Donc, si j'ai besoin d'écrire là, remerciez le curate. Curate, merci. Curate, merci. Curate, merci. Oh, merci. Aidez-moi à leur dire merci. Je l'ai dit à dire merci. Merci, monsieur Kwame. Pourquoi tu vas utiliser deux paramètres? Elle est comprise en 0. Donc, il ne faut pas dire que tu ne peux pas conclure. Tu peux conclure. Oui, tu peux conclure. C'est en ça que je vous dis là. Si vous me donnez le découpage là, tu peux conclure. Tu peux conclure ou bien? Tu peux conclure. Tu peux conclure. Ah, mais madame. Tu peux conclure, ma fille. Tu peux conclure. Avec quel dernier? Tu peux aussi décider tant que tu n'as pas deux. Non, 2 c'est la perfection. C'est tant mieux si tu arrives à 2. Mais ce n'est pas toujours que tu vas pouvoir arriver à 2. Mais au moins quand ça tend vers 2, tu vas chercher. Ça, par exemple, 1,90, quand même, ça devrait être correct. Donc, c'est séparable. 1,90, non, ça là, c'est séparable. C'est deux classes séparables. Mais tu vas trouver, par exemple, je sais pas moi, 0,5. Tu n'as pas besoin d'aller chercher X autres paramètres. Ce n'est pas séparable. 0,5, ce n'est pas séparable. Ce n'est même pas la moitié du chemin pour dire que ce n'est pas séparable. Donc, ces deux classes-là ne sont pas séparables. Donc, de deux choses l'une. Soit tu les mets ensemble, les pixels, tu les mets ensemble pour ne créer qu'une seule classe. Toi, tu vas revoir ton choix de pixels qui t'a permis de choisir ces deux classes-là. C'est que ton choix de pixels est peut-être problématique. Tu repars redéfinir ces deux classes. D'accord? Donc, les deux paramètres qu'il faut privilégier lorsqu'on veut faire la séparabilité, on veut vérifier la séparabilité de deux classes, c'est soit la divergence transformée, soit la distance de Jeffreys-Matsushita. Mais il ne faut pas utiliser la distance euclidienne parce qu'elle n'est pas assez précise dans sa définition de séparabilité. D'accord? Donc, comme je vous dis, quand vous vérifiez la séparabilité des classes et que vous vous rendez compte qu'il y a deux classes qui ne sont pas séparables, déjà, dans le choix de vos sites d'entraînement, pour pouvoir le faire, on vous dit de vérifier que la manière dont vous avez fait l'affichage de votre image là permet de véritablement discriminer les pixels. Parce que mettre canal vert avant canal rouge, plutôt canal rouge avant canal bleu, ça peut changer la lisibilité de l'image. Donc, oui, c'est ça. Donc, ce que tu as là, ton visuel là, peut t'aider à mieux sélectionner les pixels. Donc, déjà, il faut voir laquelle des compositions colorées, comme tu dis, est la meilleure pour faire la différence, pour identifier les pixels. Une fois que j'ai fait ça, j'ai eu mes classes, j'ai généré mes classes, j'ai vérifié la séparabilité, mais il me dit qu'il y a des classes qui ne sont pas séparables. Ce que vous pouvez faire, comme on vous a dit, c'est de réunir les classes dont la séparabilité est faible. Si deux classes ne sont pas séparables, peut-être que ça veut dire que c'est la même classe là. Donc, ces pixels-là, je les mets ensemble. Et il y a une fonction sur Erdas qui s'appelle merge. Merge, ça veut dire mettre ensemble, fusion, c'est ça. Donc, il va les mettre ensemble. Maintenant, si moi, je me dis que non, que mes pixels-là, ils sont différents, donc là, je vais aller effacer les pixels que j'ai choisis pour ces deux classes-là et recommencer le choix de mes pixels d'entrée. Donc, redéfinir une nouvelle statistique par rapport à ces deux classes. Voilà un exemple de vérification de séparabilité de classe à partir de la distance euclidienne. Donc, ils ont fait leur classif, ils ont identifié 4 classes
sur leur image. Désert, nuage, eau, désert 1 et désert 2, nuage et eau. Donc, quand on regarde, vous voyez que sur la diagonale, il y a quelle valeur sur la diagonale? Vous voyez, sur la diagonale, au tableau, c'est normal. Désert est forcément désert. Eau est forcément eau. Donc, la classe elle-même, elle est elle-même. Donc, c'est normal que sur la diagonale principale de ce tableau-là, il n'y ait que des zéros. Hein? Parce que le désert n'est pas séparable du désert. Le nuage n'est pas séparable du nuage. Maintenant, les valeurs hors diagonale. Quand je pense ici, le désert. Où est le pointeur? Le pointeur là. Enfin, il est visible. Hein? Moi, je le vois. Vous le voyez? Toujours pas. Lui-même, il est en train de. Il y a un problème avec quelque chose. C'est bloqué.